En 1417, Caen est l'une des plus grandes cités du royaume. Elle est presque aussi importante que Rouen. On pouvait ressentir sa grande importance de par son aspect extérieur. Ville riche de nombreuses églises, pourvue de 2 imposantes abbayes en plus de son château, réputé pour être l'un des plus beaux et des plus forts de son temps. Bon nombre de ses habitants vivaient dans l'opulence. Ville prospère, elle regorge de marchandises et rayonne grâce à l'industrie de la draperie. Toutefois, malgré sa resplendissance, elle présentait quelques failles. Récemment pourvue d'un nouveau système de fortification, hélas délaissé à quelques endroits, la ville offrait de nombreux abords faciles à un ennemi qui voudrait tenter de s'en emparer. Henri V faisait de cette ville un point stratégique dans son plan de conquête. Si cette capitale tombait, les forteresses inférieures tomberaient ensuite. Messire Montenay! Messire! Après tout, au Villiers en fleurs, les Anglais sont à Nives. L'artillerie a forcé l'embouchure de l'ordre. Bon nombre de leur population fuit la ville et sont à nos portes. Ah, sur les reliques du Saint-Père! Il faut mettre la ville en place pour soutenir un état de siège. Disposons de 10 jours, tout au plus, avant l'arrivée des Anglois. Délaissée par le gouvernement de Charles VI, cette partie de la Normandie était abandonnée à elle-même. La ville manquait cruellement d'hommes pour défendre l'étendue de ses remparts et pour faire face à l'armée anglaise. Il apparaissait évident que pour ce roi d'Angleterre, élite de la nation anglaise et un des plus grands hommes de guerre de son temps, que la prise de Caen serait aisée. Il était bien loin de se douter que la résistance des Canets allait lui donner du fil à retordre durant 1 mois. Durant 17 jours, les Anglais bombardèrent la ville. Les boulets de fer, de marbre crevèrent les habitations. Les flammes produites par les projectiles composés de matières inflammables achevèrent d'avaler les édifices endommagés. Quant aux habitants, certains mouraient sous la grêle de balles envoyée jour et nuit par les Anglais. Les Canets assiégés, dépourvus de renforts et en petit nombre, résistèrent vaillamment à l'ennemi. Ils se montraient infatigables. Chaque nuit, ils rebouchaient les brèches de la muraille, construisaient des ouvrages pour amortir les chocs des boulets ennemis. Les Anglais, excellents dans la mine, virent même ces attaques repoussées par les Canets. Henri V commençait à s'inquiéter de cette résistance opiniâtre. Il envoya alors une dernière sommation à la ville. Il serait préférable d'éviter une effusion de sang chrétien et d'épargner à votre population l'horreur d'un assaut. Nos lettres au roi de France sont restées sans réponse. Nous ne pouvons nous en remettre qu'à la grâce de Dieu. Et nous ne saurons être bien vus du ciel si nous abjurons notre serment de loyauté fait à notre Seigneur naturel, même s'il reste sourd à notre détresse. Nous répondrons simplement que si le roi d'Angleterre compte sur la victoire, nous également. En conséquent, nous sommes prêts à subir toutes les horreurs de la guerre et que nous pousserons la résistance jusqu'aux dernières limites de la force humaine. Un noble exemple qui fut suivi durant 2 ans dans toute la Normandie. Pas un faubourg ne se livra sans avoir résisté. La réponse des Canets en main, Henri V se résolut à lancer son dernier assaut dès le lendemain, sans en alerter la ville. À l'aube, l'armée anglaise s'élança sur les remparts. Contre toute attente, la muraille était garnie de défenseurs. Les Canets, ayant été alertés par un mauvais pressentiment, s'engage alors un combat acharné. C'est surtout là où se trouve Henri V que l'action est la plus véhémente. Les attaques des Anglais sont repoussées. Ils y perdent leur meilleur officier. Mais c'est surtout la mort d'Edmond Spring, vaillant homme de guerre, qui marqua les esprits. Il fut le premier à escalader le rempart, mais il tombe dans une fosse creusée par les assiégés qui l'assaillissent de matière enflammée. Accablés par la mort d'un officier qu'ils adoraient, les Anglais redoublèrent de zèle. Henri V et son frère Clarence devinrent rapidement les maîtres de certains points stratégiques de la ville. Sire Montenay et le reste de ses hommes, désespérés de ne pouvoir sauver la ville, s'enfermèrent dans le château. Les autres, à pied, reculèrent devant Clarence avant de tenter une ultime résistance sur la place du Vieux Marché. À l'époque, cet endroit adossé à la muraille de la ville était presque entièrement fermé. C'est dans ce cul-de-sac que des hommes armés, femmes et enfants tombèrent. Henri V arriva peu après au milieu de cette boucherie. Il fit face à la dépouille d'une mère décapitée alors qu'elle allaitait son enfant. Assez! Assez! Cessez immédiatement ce carnage, qu'il ne soit fait plus aucun mal aux femmes et aux enfants, ou vous devrez en répondre devant Dieu. Occupez-vous plutôt d'aller trouver richesse en cette ville.
Mais je vous défends de profaner les lieux saints. Tout soldat qui s'y risquera en payera de sa vie. » Les marchandises furent enlevées ou détruites. Durant cet assaut, 2000 bourgeois tombèrent et leurs cadavres jonchaient les rues et les remparts. Le lendemain de la prise de la ville, Henri V fit convoquer les échevins gouverneurs et les notables de Caen. Tous leurs biens furent confisqués et certains furent même décapités. Mais la victoire du souverain anglais n'était toutefois point complète. Il lui manquait encore le château. « Écrivez au sire Montenay que j'exige sa capitulation et qu'il me remette les clés du château le 18 septembre si son bon roi Charles VI n'a point daigné lui porter secours. » Mais les conseillers de ce dernier répondirent simplement « Nous sommes fort travaillés par le duc de Bourgogne. Nous ne pouvons donc donner suite à votre demande. » Pensant qu'il en avait fait suffisamment pour défendre leur pays et leur honneur, le sire Montenay se rendit sous la tente d'Henri V et il lui remit les clés du château. Ce n'est que 33 ans plus tard que les Canets seront délivrés de l'occupation anglaise.